Aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour les deux membres fondateurs éminents de ce parti qui, pendant 25 ans, 26 ans même, s'est appelé le mouvement Homme Animaux Nature. Liliane Służanski, directrice de la SPA, directrice de la Fondation Brigitte Bardot, et Jacques Le Boucher, fondateur et président de l'Alliance pour le respect et la protection des animaux. Leur engagement à tous deux nous inspire depuis le début. Le changement de nom de notre mouvement n'enlève aucune ligne aux idées et valeurs que vous avez portées dans le débat public et que nous reprenons avec fierté et fidélité. Ce changement de nom s'imposait pour deux raisons essentielles. La première raison était de montrer notre différence, notre raison d'être, alors que les partis politiques se revendiquant de la cause animale continuent de se multiplier. Depuis le début, nous défendons une société d'unité et d'équilibre entre l'humain, l'animal et la nature. Une société qui implique un projet complet, pluriel, à même de répondre aux questions et aux préoccupations de l'ensemble des Français. Nous revendiquons ce plurithématisme et nous revendiquons cette volonté de favoriser l'union autour de ce projet. D'ailleurs, nous estimons inesquivable l'interdépendance entre ces trois formes de vie que sont l'homme, l'animal et la nature. Penchons-nous à nouveau sur l'exemple de l'expérimentation animale. Si nous voulons y mettre définitivement un terme, c'est pour abolir un holocauste de masse sur fond de mutilation sempiternelle et de douleur seulement abolie par la mort des animaux de laboratoire. Mais ce n'est pas le seul déclencheur de notre volonté. Nous voulons mettre fin à cette erreur scientifique que Claude Reix a très bien présentée tout à l'heure, consistant à mettre en parallèle le corps animal et le corps humain, une erreur directement responsable, cela a été montré à nouveau tout à l'heure, de la détérioration de notre santé. La deuxième raison était de trouver un adjectif direct, à même de qualifier notre engagement. En défendant ce triptyque, humain, animal, nature, nous ne saurions nous satisfaire d'être décrits comme seulement écologistes, seulement animalistes ou seulement humanistes. Nous sommes universalistes dans la mesure où nous nous adressons à l'ensemble de ces causes et au cadre républicain, laïque, de cohésion populaire qui permettent à cette société d'émerger et de s'étendre au meilleur niveau. C'est pour cela que nous avons choisi cette nouvelle dénomination, les universalistes. Inévitablement, le triptyque homme, animaux, planète, issu de plus de 25 ans d'histoire, mérite d'être maintenu et doit être maintenu. Quand on lit le mot universaliste, il ne faut pas nécessairement y voir une référence à l'univers, qui pourrait laisser penser que nous serions internationalistes, ou pire, mondialistes. C'est en réalité la tendance inverse qui nous intéresse, la tendance locale. Nous sommes profondément attachés aux États, aux nations, et parmi elles la France. Bien sûr, la protection de l'animal et de la planète dépasse notre seul pays, mais aucun responsable politique ne pourra la décider aujourd'hui à l'échelle mondiale. Ce serait commettre la même erreur qu'Emmanuel Macron, qui, après avoir passé son temps à se déguiser lors de ses différents déplacements, gouverne le pays, enfermé dans son palais de l'Élysée. Une action politique aussi importante doit venir de la base populaire et des territoires. La nation, la France, est le moyen idéal d'y parvenir. Et même mieux que cela, la France, c'est le moyen. La France, c'est le territoire qui nous permettra de montrer aux autres ce qui est possible et que tout ce qui est possible en France est possible dans le reste du monde. Nous faisons nôtre cette phrase de Georges Santayana, « Le difficile est ce qui peut être fait tout de suite, l'impossible, c'est ce qui prend un peu plus de temps. » Voilà ce qui nous distingue de l'internationalisme et du mondialisme, qui tous deux veulent la chute des États et des peuples. L'universalisme, c'est agir en France pour influencer le reste du monde et enclencher la dynamique vertueuse dont l'ensemble du vivant a besoin. Ce qu'il faut comprendre dans le mot universaliste,
c'est la notion d'universel. L'universel, c'est ce qui s'applique à tous de la même manière. C'est ce qui permet de dire que nous sommes égaux, que nous sommes libres jusqu'à la ligne rouge de l'offense et de la mutilation du vivant. Et surtout, que nous sommes fraternels et que nous avançons vers le même destin. Ce que nous souhaitons, c'est retrouver l'unité populaire. Ce sont précisément ces deux notions, l'interdépendance de l'homme, de l'animal et de la nature, et l'unité populaire, qui nous inspirent notre devise, un peuple uni, le vivant réuni. Le sujet qui a motivé notre création reste, sans équivoque possible, la protection animale. Et cette protection animale prend part magnifiquement dans le projet universaliste, puisque l'universalisme, c'est permettre à toutes les formes de vie d'évoluer en harmonie. Cette harmonie existait avant que l'activité humaine ne s'intensifie et que la technologie ne se développe. Notre urgence absolue est de retrouver cet équilibre en tenant compte des moyens actuels, puisqu'aujourd'hui, l'exploitation déraisonnée de l'animal par l'espèce humaine nous plonge dans une catastrophe sanitaire effrayante. Comment pouvons-nous cautionner ces massacres par l'élevage, le trafic d'animaux, l'expérimentation animale et les spectacles de la décadence comme la corrida? Et pire, comment pouvons-nous accepter que tout cela ait un impact néfaste sur notre propre santé? Les produits alimentaires surtransformés, les poulets au chlore fabriqués à l'autre bout du monde, au Canada, validés par le CETA, que nous avons refusé, nous aux universalistes. Les substances cancérogènes que la loi inadaptée laisse à la disposition des consommateurs sur les étalages, et l'apparition chez l'homme de maladies que les scientifiques ne connaissaient pas auparavant. Tout cela provient de la surexploitation animale. C'est notre action, c'est l'action de l'espèce humaine qui nécessite d'être réinterrogée. La première décision, celle que nous défendons depuis 27 ans et depuis notre création, est l'émergence d'un ministère de la condition animale. En attendant de le voir émerger, nous devons poursuivre notre action. Une action objective qui saura mobiliser l'opinion et alerter les pouvoirs publics pour mettre un terme à ces souffrances, pour mettre un terme à ces abus dont continuent à être victimes les animaux, à toutes les pratiques scandaleuses qui défigurent le visage de notre pays et qui font que certains esprits éminemment respectés en viennent à se demander si nous avons réellement atteint le stade qualifiable de civilisé. Soyons sérieux, l'État nous appartient, les ministères nous appartiennent, les fonctionnaires nous appartiennent et tous les impôts que nous payons vont à des besoins humains. Alors que l'on ne vienne pas nous reprocher la création de ce ministère pour la cause animale, surtout s'il s'agit en plus de résoudre un des problèmes majeurs de notre propre santé. Ce ministère sera le point de départ de toutes les mesures que nous avons pu décliner au cours de notre existence sur le sujet de notre rapport à l'animal et que l'histoire a trop peu effacé de la liste de nos revendications. Alors maintenant, parlons-en de ces dépenses et de ces besoins humains, car ils restent bien réels, et nous nous mettons du côté des Français inquiets pour le pouvoir d'achat. La situation de notre pays est catastrophique. Les préoccupations du peuple sont devenues autant d'angoisses. Se nourrir, se loger, financer son loyer et sa subsistance face à des prix qui augmentent et une imposition autant stratosphérique qu'incomprise. Comme le disait Bernard Manovelli, si une société est happée par des besoins matériels, elle ne peut plus se nourrir l'esprit, elle ne peut plus entretenir l'altruisme qui garantit son unité, et elle tombe dans la décadence. La question sociale est une priorité, car c'est en la réglant que nous ouvrirons d'autres horizons et que nous sensibiliserons le plus grand nombre sur la question du bien-être animal et sur la question de l'unité populaire. Premièrement, nous ne pouvons pas accepter en amont des personnes qui cherchent un emploi
et en aval, un pays qui tombe en lambeaux faute d'entretien. L'état de nos infrastructures, notamment les ponts, un rapport était sorti en 2020 sur le sujet, est alarmant. Les services publics ont disparu des zones rurales et sont devenus inefficaces dans les banlieues. Et trop de petites entreprises ou d'associations peinent à recruter, pour des raisons financières, un poste essentiel, un emploi supplémentaire. Le 0% de chômage longue durée est atteignable. Il est même à l'étude dans certains départements, et son application est un des engagements des universalistes. Par ailleurs, nous souhaitons, et cela a été rappelé par Jean-Luc tout à l'heure, l'émergence d'un nouveau paradigme dans la vie de l'entreprise, la participation. Autrement dit, que les salariés se verraient redistribuer une part du capital sous la forme d'action, et je dis bien sous la forme d'action parce que ce n'est pas le projet de Monsieur le maire, ce n'est pas le projet du ministre de l'économie. C'est une double garantie pourtant. Premièrement, les salariés seraient concernés par les décisions qui les régissent et pourraient y prendre part directement. Secondement, ils percevraient, en plus de leur salaire, des dividendes venant augmenter leur niveau de vie. Alors que les plans de licenciement sont redoutés dans cette période historiquement difficile, la participation est un gage de stabilité. Il a toujours été insupportable de voir des entreprises licencier en masse pour que les profits des actionnaires restent les mêmes ou pire, augmentent. Dès lors, grâce à la participation, cette tendance s'inverserait puisque les salariés seraient aussi des actionnaires. Et il serait impossible de nourrir les nantis sans offrir à ceux qui apportent leur force de travail et l'esprit de groupe au quotidien. Enfin, alors que le climat change et que les ressources naturelles disparaissent, nous devons faire évoluer le marché du travail en parfaite adéquation. Il n'existe pas de choix entre la croissance et la décroissance, ou plutôt entre la croissance totale et la décroissance totale. C'est un faux débat abstrait et dénué de réalité de terrain. L'important, l'impératif, c'est de faire croître les secteurs professionnels vertueux, en phase avec la planète et les ressources qu'elle permet encore d'obtenir dans le respect de la vie, et d'assumer une reconversion nécessaire des métiers qui abîment le milieu naturel et nuisent tant aux humains qu'aux animaux. Nous ne pouvons plus mentir à ces millions de salariés avec une inaction laissant croire que les métiers de la surconsommation et des énergies fossiles dureraient. Nous devons reconvertir ces filières afin de protéger ces travailleurs d'une misère sociale brutale qui les guette. Je citais tout à l'heure Bernard Manovelli en disant qu'un peuple absorbé par des besoins matériels ne pouvait pas s'élever et était promis à la décadence. Il existe un autre point matériel que je n'ai pas cité, notre sécurité quotidienne. Parce que nul ne peut s'épanouir et s'élever dans une société qui l'effraie et qui le redoute. La guerre des communautés nous fait vivre un enfer grandissant et l'unité du peuple en est détruite. Comment pouvons-nous nous satisfaire des émeutes qui ont eu lieu en juillet dernier? Comment tolérer cette haine des forces de l'ordre? Comment rester amorphe devant cette bataille entre communautés qui veulent imposer un point de vue religieux à tout le reste de la population? Comment accepter que des professeurs d'histoire-géographie soient assassinés pour des raisons politiques? Comment tolérer que certains assument crânement de préférer les dictées religieuses aux lois républicaines, comme le font en chœur les catholiques intégristes et les islamistes? Comment tolérer que certains, sachant, expliquent à tous comment égorger un animal au mépris de toute dignité et dans la pire des douleurs? Et enfin, comment pouvons-nous accepter, en tant que responsables politiques, la volonté manifeste de certains mouvements de profiter de ces communautés afin de satisfaire leurs ambitions électorales personnelles? Retrouver l'unité populaire constitue à nos yeux une urgence afin d'avancer tous ensemble vers le même avenir qui, nous le savons, est de plus en plus défavorable à l'espèce humaine tout entière. En vue d'y parvenir, nous citons une série de 4 urgences, de 4 cadres à établir. D'abord, le cadre républicain laïque. Et je me désole de voir
qu'une partie de l'espace politique, tant à gauche qu'à droite, a besoin de se faire réexpliquer ce qu'est la laïcité. Il existe pourtant une définition très simple. La laïcité, c'est l'indépendance de l'État vis-à-vis de tout ce qui est religieux. L'indépendance, ce n'est pas la neutralité, ce n'est pas non plus la haine, c'est l'indépendance. Dans une république laïque, il ne doit pas exister de prière de rue, ni de racines chrétiennes dans la Constitution. L'indépendance, c'est l'indépendance. Ensuite, le cadre judiciaire et institutionnel. Nous connaissons tous des jugements révoltants, parce que des tueurs ou des agresseurs sexuels n'exécutent pas un jour de prison ou parce que leur peine est dérisoire. Nous devons cesser d'enfermer les délictueux et garantir des peines planchées aux criminels, car ce sont eux qui sont dangereux pour la société. Si l'on emprisonne quelqu'un pour une pomme volée et qu'on laisse libre un délinquant sexuel multirécidiviste, comment voulez-vous éviter de perdre la raison ? Par ailleurs, la longueur des traitements des délits décourage de nombreuses victimes d'engager des procédures judiciaires. La réouverture des tribunaux de proximité est une option possible, et surtout, nous devons stopper cette concurrence stérile entre les commissariats, selon laquelle moins il y aurait de plaintes, moins il y aurait de victimes. Chacun doit pouvoir porter plainte et se défendre. Le troisième cadre à poser est celui de l'éducation. La baisse du niveau, consentie depuis trop longtemps, détruit des pans de carrière et de nombreuses vies. Un bon nombre de professions, se contentant jadis du bac ou de la licence, exigent désormais 5 années d'études en offrant moins de garanties d'embauche. La vocation des baccalauréats, et j'insiste sur le pluriel, les baccalauréats, d'orienter les élèves vers différents choix de vie, ne tient plus, car la filière générale devient un alpha et oméga sans valeur. Si nous redressons le niveau de l'éducation nationale, si les baccalauréats généraux, professionnels et technologiques sont reconnus à leur juste valeur, retrouvent leur niveau et la richesse de leur divergence, le marché du travail retrouvera un sens et nous pourrons aligner un travail devant chaque chercheur d'emploi, chaque demandeur d'emploi. Par ailleurs, le cumul du niveau d'études, du nombre d'années d'études, est un modèle qui ne convient pas à tous les étudiants. Et ce n'est pas une raison d'intelligence, ce n'est pas non plus une raison de niveau. Si nous gardons les baccalauréats à faible niveau, nous ne faisons que de déplacer le décrochage scolaire, nous ne le résolvons pas. Enfin, nous devons trouver un cadre territorial. Je pense à 2 choses. D'abord, à la présence de l'État sur tout le territoire, rétablir les services publics dans les zones rurales et les repenser dans les banlieues afin qu'ils soient vraiment efficaces. Ensuite, une juste répartition des compétences entre l'État et les régions. Ces dernières doivent être compétentes pour l'aménagement du territoire et la facette économique associée. Une région ne peut pas se permettre de perdre une usine, c'est ce que disait Valérie Pécresse lorsqu'elle était présente aux universités d'été de l'écologie positive, de France Écologie et de l'UCE. Alors que l'État, plus éloigné de ces entreprises, nous en a tellement fait perdre. Les régions ont aussi leur mot à dire sur le plan culturel et doivent disposer de marges pour réadapter une partie des programmes et pour réadapter certaines normes. Certains textes de loi appliqués à l'échelle nationale perdent leur sens d'une région à l'autre parce que le climat, parce que la géographie. L'État doit cependant garder la maîtrise du domaine régalien et d'une partie notable de la fiscalité cohérente à cette échelle, de manière à financer les services publics dont l'ensemble des Français ont besoin, à commencer par le tronc commun de l'éducation nationale, la sécurité sociale et le régime des retraites. Ce sont ces 4 cadres qui rétabliront l'unité populaire, si importante pour faire face aux défis auxquels personne n'échappe, le défi climatique, l'épée de Damoclès, menaçant le milieu naturel et la survie de l'humanité. Ce milieu naturel, nous y sommes attachés, par sa beauté inestimable, par les ressources que nous devons préserver, à commencer par l'eau. Et parce que c'est le parent direct de la culture qui forge le peuple français, ainsi que tous les autres,
et les communautés régionales, les seules communautés qui vaillent. Nous renforcerons la loi contre les pollutions illicites, quitte à appliquer ponctuellement des surveillances par drone, bien plus utiles qu'en ville, parce qu'elles permettront de lutter contre les dépôts sauvages, les trafics d'ordures, les pollutions illicites et les accidents de chasse. Nous agirons également pour un retour de la nature en ville et pour sa prise en compte systématique dans l'urbanisme afin de lutter contre les îlots de chaleur et les passoires thermiques. Puisque nous parlons de passoires thermiques, il est primordial de répondre à un autre sujet, celui de notre consommation. Nous pouvons y répondre de deux manières. En nous concentrant sur l'essentiel et sur le confort direct, et en favorisant l'innovation au seul service de la réduction de la consommation, de la réduction des besoins énergétiques. C'est ainsi que nous sortirons des énergies fossiles, et c'est ainsi que nous éviterons la construction de centrales nucléaires supplémentaires. Celles-ci ayant d'ailleurs besoin d'être rénovées, nous devons profiter de cette opération pour appliquer des programmes rendant le nucléaire plus rentable et réduisant l'émission de déchets nucléaires. C'est donc une alliance entre le développement massif des énergies renouvelables et la rénovation responsable du parc nucléaire que nous défendons pour accompagner cette nécessaire baisse de la consommation. Et enfin, nous ne pouvons l'ignorer, la maîtrise de la démographie est essentielle. Toutes les ressources vitales, à commencer par l'eau, ne sont pas transportables d'un continent à l'autre. Et nous ne pouvons pas souhaiter aux autres de rester dans l'absence de confort que nous avons, nous, le monde occidental. Nous ne pouvons pas non plus les priver de consommer, surtout s'il s'agit de pays victimes de malnutrition. Qui serions-nous pour imposer cela? Maîtriser la population est donc un effort collectif, une responsabilité de chaque État qui ne peut se concrétiser qu'à la condition de la justice sociale. La scolarisation massive, l'émancipation de la femme et une retraite digne pour toutes et tous. Pour finir sur la question climatique, notre priorité est de réduire les distances en privilégiant massivement l'échelon régional et de repeupler les territoires des entreprises qui les ont quittés. Et enfin, favoriser l'économie circulaire. Le libre-échange est une force lorsqu'il apporte ce que nous ne savons pas faire, pas lorsqu'il fait fuir les entreprises de notre pays, pour de basses raisons de marge et de profit. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette vidéo où Milton Friedman explique qu'il serait magnifique pour un crayon à papier que le bois provienne d'un pays, le graphite du deuxième, la gomme d'un troisième, le bout de métal qui attache la gomme d'un quatrième et le vernis qui est disposé sur le crayon d'un cinquième. Nous ne pouvons pas accepter cela, le monde ne le peut plus. En sanctionnant les produits ne respectant pas ces impératifs, nous encouragerons financièrement les entreprises locales adoptant le modèle inverse et vertueux. C'est la mise en place d'un protectionnisme, et ce protectionnisme ne peut être justifié que par des raisons écologiques, de dignité animale et humaine. À l'approche des élections européennes, il est important de rappeler le rôle que tient précisément l'Union européenne et les promesses qu'elle a tenues ou non en la matière. Nous distinguons deux notions juridiques, les directives, les lois européennes, et les traités, qui sont l'équivalent de la Constitution. Les directives sont souvent vertueuses, elles proviennent souvent de députés européens qui se sont battus pendant des années et dont le courage est admirable, et elles ont permis également de pallier à l'inaction française, à l'inaction des dirigeants que nous avons eus à l'échelle nationale. Les traités, au grand contraire, comportent des embûches notables, asphyxiantes pour le combat que nous menons pour la nature et l'animal. Les mouvements de capitaux sont incontrôlables. Donc n'importe quelle banque française ou grand actionnaire peut pactiser avec les pires pollueurs sans qu'aucun compte ne leur soit demandé par l'État. Les labels bio, requérant des exigences divergentes d'un pays à l'autre, sont amalgamés par un label commun au mépris de notre santé
Et enfin, chaque année, nous, États membres, je donne 3 exemples, mais je pourrais en donner bien plus, nous, États membres, devons suivre une feuille de route économique distribuée par Bruxelles, c'est ce qu'on appelle les recommandations du Conseil, exigeant régulièrement une baisse de la dépense publique et des coupes budgétaires. Ce sont les États qui choisissent ensuite quel budget est amputé. Macron a décidé cette année de tailler dans les retraites, mais c'est bien la Commission européenne qui donne la direction et qui propose des pistes. Comment réconcilier les Européens avec un projet qui les asphyxie à ce point et qui est responsable de leurs maux? Comment éviter une victoire du Rassemblement national avec un tel système aux européennes de juin prochain? Cependant, nous ne devons pas nous tromper de sujet. Ce ne sont pas les élections européennes qui vont changer la nature des institutions. Ce sont les chefs d'État membres, car ce sont eux qui nomment les commissaires européens, ce sont eux qui nomment le président, la candidature à la présidence de la Commission européenne, à peine ratifiée par un oui ou non par le Parlement européen, et ce sont eux qui peuvent décider, à condition d'être unanimes, la réécriture des traités que nous voulons réécrire. Ce sont les seuls à pouvoir changer cette règle afin que le sort du vivant et de la planète soit amélioré. Le vrai sujet de l'élection européenne est de choisir la politique menée avec les institutions déjà existantes. C'est choisir une politique de gauche, de droite, productiviste ou pour le bien-être animal. Rassembler l'écologie authentique est donc primordial si nous voulons peser sur les années à venir. Nous n'avons plus le temps pour les cavaliers seuls, et nous ne pouvons plus attendre ceux et celles qui se bornent à dire, ouvrez les guillemets, je conduirai une liste de toute façon. Ces personnes nous font perdre un temps fou, et nous font peut-être même perdre 5 ans. Est-ce que nous pouvons réellement attendre ça? Nous leur disons au contraire de converger pour exister. Si nous sommes divisés, nous serons ignorés de tous, et le sort du bien-être animal et de la nature stagnera ou pire, se dégradera. Les universalistes prendront donc toute leur part à une liste de rassemblement des bonnes volontés qui défendent la nature et l'animal, la ville et la campagne, l'entreprise et les salariés, bref, un peuple uni et le vivant réuni. Tel est notre message pour l'année 2023-2024. Si vous voulez protéger la nature et l'animal, si vous voulez un nouveau paradigme pour revitaliser nos territoires et unir le peuple, si vous voulez que cette voix soit portée par une alliance puissante aux prochaines élections, alors votre place est aux côtés des universalistes. Ignorez tous ceux qui vous disent que c'est impossible, et demain nous pourrons dire tous ensemble, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Merci à tous.